Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. On va attendre juste quelques secondes que d'autres personnes puissent se connecter. Donc, étant donné le nombre d'inscrits, je pense qu'on va être très nombreux sur ce webinaire. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la prise en compte de la santé au travail dans le télétravail. Donc, ce webinaire va être animé par Dominique Leroux, directeur du département social des éditions législatives et moi-même. Et nous allons donc voir ensemble comment mieux prendre en compte la santé au travail dans le télétravail. Donc, bien évidemment, ce webinaire sera disponible en replay pour le visionner de nouveau si vous le souhaitez. Le support de présentation ne sera pas disponible tel quel, mais par contre, dans les documents à télécharger, vous avez un livre blanc sur le télétravail qui contient toutes les informations de cette présentation et bien davantage. Vous avez par exemple des modèles d'accords et de chartes de mise en place du télétravail. On a souhaité rendre ce webinaire le plus interactif possible. Donc, bien évidemment, vous avez, comme un grand nombre d'entre vous l'ont déjà testé, le chat à droite de votre écran pour poser toutes vos questions et noter vos remarques. Également, on vous proposera au fil du webinaire des sondages au fil de l'eau. Et par rapport aux questions, nous avons prévu de sélectionner parmi celles auxquelles on n'aurait pas le temps de répondre et de faire un document de questions-réponses. À noter aussi qu'on a prévu de répondre aux questions à la fin de chaque grande partie. Donc, le programme, je vais commencer par une petite introduction pour voir ensemble quelles ont été les leçons du confinement par rapport au télétravail. Ensuite, Dominique rentrera dans le vif du sujet et vous expliquera comment faire une mise en place ou une révision du télétravail avec justement tout ce qui concerne l'accord ou la charte. Ensuite, on verra ensemble les risques physiques liés au poste sédentaire et donc particulièrement au télétravail. On passera ensuite aux risques psychosociaux, donc la prévention des RPS. Et enfin, je terminerai par tout ce qui concerne l'amélioration du télétravail, même si celui-ci est déjà en place. Donc, comme je vous l'ai promis, on va commencer par un premier petit sondage. En fait, il s'agit d'une question double où en fait on est très intéressé par savoir d'une part quelle est votre fonction ou type de fonction et si vous faites partie du secteur privé ou de la fonction publique. Donc les sondages sont en haut à droite de votre écran, juste en dessous du chat. Donc je vais ouvrir les votes du premier sondage. Normalement, ça a fonctionné. Et donc je vais laisser ce sondage ouvert. Comme ça, les personnes qui se connectent pourront continuer de remplir et de répondre pendant l'introduction et on verra à la fin les résultats, pas à la fin de l'introduction. Donc, comme vous le savez tous, le confinement a placé des millions de travailleurs en télétravail soudain, de façon totalement inédite. Donc, selon les chiffres de l'INSEE, fin février, on était à peu près, je m'inclus dedans, 8 millions de télétravailleurs, alors que habituellement, selon les enquêtes de Malakoff Humaniste, qui fait des enquêtes régulières sur le télétravail ne concernait que un tiers des salariés et des entreprises, donc sur l'année 2019. Petite information intéressante, c'est que le télétravailleur type, donc avant le confinement, c'est plutôt quelqu'un qui travaille dans le secteur des services, donc cadre ou manager, qui fait partie d'une entreprise de taille assez conséquente, qui habite en Île-de-France et qui, comme beaucoup de franciliens, a un temps de transport très conséquent de 2 à 3 heures par jour. Pendant le confinement, vous voyez sur cette slide qui va arriver le graphique à droite, donc l'augmentation du nombre de télétravailleurs. Et ce qui montre bien que c'était une situation inédite, c'est que quasiment la moitié étaient ce qu'on peut appeler des primo-télétravaillants, c'est-à-dire qu'ils n'avaient encore jamais télétravaillé de toute leur vie professionnelle. Plus de la moitié télétravaillaient à 100%, et du fait de l'augmentation du nombre de télétravailleurs, on peut dire que en fait, le télétravail s'est démocratisé, donc avec davantage de femmes, davantage de professions intermédiaires, également des personnes du secteur de l'administration et des personnes qui n'ont pas une fonction managériale. Je vous ai mis ici des extraits de témoignages, on va les appeler de télétravailleurs confinés. Donc, ce sont des extraits d'un article de l'actuel HSE qui, comme son nom l'indique, est un quotidien qui traite de sécurité au travail et d'environnement.
Cet article est paru début mai et en fait, les deux journalistes ont interrogé des télétravailleurs pendant le confinement pour savoir comment ils vivaient la situation. Donc, ce qu'on note déjà, c'est le versant positif de la chose, c'est qu'il y avait des personnes qui voulaient vraiment télétravailler, par exemple des personnes du secteur bancaire, mais qui n'avaient jamais pu le faire, et qui là ont pu le faire à leur grande satisfaction. De façon un petit peu moins positive, là je vous ai mis juste des extraits, mais on voit qu'il y a des témoignages qui se rapportent au sujet de la déconnexion et de l'effacement des frontières entre vie privée et vie professionnelle. Donc il y a des personnes qui auraient bien aimé avoir davantage de messages de leur direction rappelant l'importance de cette déconnexion. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y en a même une personne qui fait son autocritique et donc elle dit, je cite, moi-même j'ai effacé les frontières. L'autre jour, j'ai appelé mon boss à 20h30 alors que je ne l'aurais jamais fait en temps normal. Un peu dans la même lignée, il y a des personnes qui ont regretté que pendant cette période évidemment très exceptionnelle, les risques psychosociaux ou la prévention des RPS étaient un petit peu mises de côté. De même, il y a des personnes qui se sont senties un petit peu submergées par le nombre de réunions en visioconférence et aussi des personnes qui se sont senties, pardonnez-moi l'expression, fliquées. Donc cet article, vous l'avez en totalité dans le livre blanc téléchargeable. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est demain, le monde d'après, comme on dit. Et donc, on voit pareil, c'est toujours des extraits d'études de Malakoff Humanis, qu'il y a une très grande majorité de travailleurs, plus de 80%, qui souhaitent poursuivre le télétravail après le confinement, sachant qu'on se parle là, attention, pas de télétravail à 100%, 5 jours par semaine, mais de télétravail partiel. Ensuite, dans ce télétravail partiel, il y a des personnes qui souhaitent avoir du télétravail régulier, par exemple 1 ou 2 jours par semaine, toutes les semaines, et certains qui souhaitent plutôt avoir du télétravail de façon ponctuelle. Par exemple, je dois me concentrer sur un dossier et je préfère être une journée chez moi au calme. Ce qu'on note aussi, c'est que presque la moitié des gens auraient souhaité avoir un accompagnement un peu plus poussé dans ce début de télétravail confiné, donc clairement avec la période où on se dit que c'était compliqué. Mais du coup, justement, maintenant, il y a une vraie opportunité de davantage soutenir et d'accompagner les salariés dans la mise en place du télétravail. Dans cette même idée, donc là, vous voyez des chiffres qui, par contre, datent des années 2018 et 2019 et donc pas du confinement. La question était, est-ce que les représentants du personnel ont été impliqués dans la mise en place du télétravail? Et là, on voit que la réponse oui est quand même ultra minoritaire. Donc là-dessus, il y a un vrai enjeu des relations sociales qui pourrait être à renforcer. Donc je vais essayer donc de clore le sondage qui parlait de la fonction. Alors, voilà, donc je vais fermer les votes et normalement, si je ferme les votes, vous allez pouvoir voir les résultats. J'espère que vous les voyez. En tout cas, je vais vous dire rapidement du coup qui vous êtes, qui nous écoute. Donc, il y a un tiers de professionnels des ressources humaines, 12% de responsables HSE ou préventeurs, 11% de représentants du personnel. Donc, je suis justement très contente d'avoir dit qu'il y avait un enjeu du dialogue social à ce niveau-là. Et vous êtes quand même majoritairement du secteur privé et non pas de la fonction publique. Donc, ce que je vais faire maintenant, après cette introduction, c'est laisser la parole à Dominique sur la partie mise en place du télétravail et je vais lancer le... Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bon, j'espère que vous m'entendez. Moi, je vais vous représenter un petit peu, je pense, des éléments normalement que vous connaissez sur les règles de mise en place du télétravail et puis surtout répondre à vos questions et notamment pour voir comment nous sortons de cette période un peu exceptionnelle qu'a été la crise Covid. Si on reprend, j'attends un petit peu. Reprendre le micro. Donc, normalement, comme pour le premier sondage, vous avez dans l'onglet sondage un deuxième sondage pour savoir en fait quelle est la situation par rapport au télétravail dans l'entreprise. Donc, on va laisser ce sondage ouvert jusqu'à la fin de la partie de Dominique. Bien, donc d'abord, je vais vous rappeler un petit peu les règles de base de mise en place du télétravail. Alors, on sort d'une période assez exceptionnelle puisque c'est l'article
L 1222-11 qui permet en cas de crise, d'épidémie, de mettre en place le télétravail de façon un peu autoritaire, de façon forcée. Normalement, retenez bien quand même que le télétravail, c'est un choix de l'employeur, un choix absolu de l'employeur. Il n'y a aucune obligation pour une entreprise de mettre en place le télétravail. Donc, l'employeur a un triple choix, j'ai envie de dire. Premièrement, sur l'opportunité d'ouvrir le télétravail, quand bien même une entreprise de service pourrait mettre le télétravail pour tous ses salariés, elle n'y est pas tenue. Donc, c'est un vrai choix de sa part. Deuxièmement, elle a le choix sur les personnes et les services qui sont éligibles au télétravail. Il n'y a aucune obligation de mettre en télétravail un service qui serait parfaitement éligible. Donc, il y a vraiment un choix sur le périmètre des personnes qui sont concernées par le télétravail. Enfin, dernièrement, on va le voir, il y a un choix sur le vecteur. Alors, la législation auparavant imposait un accord collectif, ce n'est plus le cas comme vous le savez. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment ce choix à la fois sur l'accord collectif, si vous disposez de délégués syndicaux, vous pouvez mettre en place le télétravail via une charte ou via un accord avec les salariés. Donc retenez quand même, parce qu'on entend beaucoup parler d'un droit au télétravail, c'est un choix qui appartient à l'entreprise de l'ouvrir et après de voir à qui il l'ouvre et dans quelles conditions sur le vecteur juridique. Alors, premier vecteur, assez classique, qui est privilégié, premier vecteur, c'est donc la négociation d'un accord. Dès l'instant, c'est vraiment la voie à privilégier dès l'instant que vous voulez un petit peu institutionnaliser le recours au télétravail et que vous prévoyez en fait ce recours de façon pérenne. Le plus simple est de signer un accord d'entreprise. Dès l'instant, bien sûr, que vous disposez de délégués syndicaux au sein de votre entreprise, vous êtes tenu de tenter de parvenir à un accord avec les délégués syndicaux. Vous pouvez mettre en place un accord au niveau de l'entreprise, au niveau d'un établissement, au niveau d'un groupe si vous appartenez à un groupe. Si vous disposez d'un accord de branche qui a prévu un accord télétravail qui peut être mobilisé directement, vous le pouvez également. Donc, vous avez sur le périmètre juridique une large latitude là encore. Donc, négociation avec les délégués syndicaux, vous ne pouvez pas faire autrement. Et sur le télétravail, vous signez un accord collectif classique, c'est-à-dire que cet accord doit être signé par des syndicats qui représentent plus de la moitié des voix recueillies au premier tour des élections professionnelles. Deuxième vecteur, si vous ne parvenez pas à signer un accord avec vos délégués syndicaux qui ne souhaitent pas signer, vous pouvez mettre en œuvre une charte. Donc là, vous avez de la même façon, la charte est à privilégier au même titre que l'accord collectif dès l'instant que vous voulez organiser un peu le télétravail de façon pérenne. Donc ça, c'est le même mécanisme. Vous allez voir dans le slide d'après, c'est absolument le même contenu. Donc là, en présence de délégués syndicaux, vous devez quand même tenter de parvenir à un accord. Si vous ne parvenez pas à un accord avec vos syndicats, dans ces cas-là, vous pouvez mettre en œuvre de façon unilatérale une charte. Sur le contenu, finalement, on peut avoir un contenu qui est absolument identique entre un accord collectif et une charte, si ce n'est que dans un accord collectif, la loi impose certaines mentions particulières qui ne sont pas dans la charte, mais sur les contours du télétravail en tant que tel, c'est absolument le même contenu. En matière de charte, vous devez impérativement recueillir l'avis du CSE sur la charte avant de la mettre en œuvre. Donc ça, c'est l'élément central. Si vous n'avez pas opté pour cette solution collective de l'accord collectif ou de la charte, dans ce cas-là, vous devez impérativement recueillir l'accord du salarié. Retenez bien, vous ne pouvez jamais imposer le télétravail à un salarié, sauf effectivement au titre de l'article L 1222-11, comme on vient de le connaître au Covid. Autrement, il vous faut impérativement l'accord du salarié. Et la loi nous dit quoi? La loi nous dit que cet accord peut être obtenu par tout moyen. Donc, le moyen juridique le plus simple quand même, c'est à minima, c'est un avenant au contrat de travail. Vous voyez avec quelqu'un et donc vous signez un avenant et vous prévoyez les conditions matérielles précises du recours au télétravail. Le contenu de la charte, la loi le définit assez précisément. Finalement, dans l'accord et la charte, vous allez mettre quoi? Vous allez définir les conditions matérielles précises de recours au télétravail. Quelles sont les conditions du passage? Or, bien sûr, épisode de pollution. Mais quelles sont les conditions de passage? Est-ce que vous ouvrez le télétravail un jour, 2 jours, une seule journée? Quels sont les services qui sont admis? Comment le salarié doit accepter? Est-ce que derrière, ils acceptent par un avenant? Quelles sont les modalités de contrôle du temps de travail et de la régulation de la charge de travail? La détermination, bien sûr, des plages horaires. Je le verrai après, mais un télétravailleur est un salarié comme un autre. Donc, il est soumis aux mêmes règles collectives que ses collègues qui travaillent sur site. Bien sûr, il y a des règles particulières sur les modalités d'accès des travailleurs handicapés qui, j'ai envie de dire, ont une priorité au télétravail. Et la loi, quand même, prévoit,
C'est une façon incidente de dire que le télétravail n'est pas un mode de fonctionnement normal. Les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sont télétravail. Le salarié qui le souhaite peut demander à retourner sur site et dans ce cas-là, vous devez étudier les possibilités de retourner. Donc voilà, donc on a un contenu très cadré et l'objet de l'accord et de la charte, c'est qu'une fois qu'elle est signée, les salariés doivent être en mesure de comprendre ce à quoi ils s'engagent via le télétravail. Le statut du télétravailleur, la loi est formelle, c'est un salarié comme un autre. Donc, il a les mêmes droits et devoirs que les collègues sur site. Ça veut dire, en matière de temps de travail, il est soumis aux mêmes règles. Donc, si vous avez un mécanisme de contrôle d'heure, le contrôle d'heure s'applique pareil au télétravail de la même façon qu'un salarié sur site. Donc, c'est absolument les mêmes règles. Et on le verra tout à l'heure. Par exemple, sur les remboursements de frais, c'est la même chose. Sur le versement de tickets restaurant, dès l'instant que vos salariés sur site bénéficient de tickets restaurant, le salarié en télétravail en bénéficie également. Donc, c'est vraiment les mêmes règles. Je le remets là, donc la loi prévoit quand même un droit à reprendre un poste sans télétravail, donc c'est réversible, c'est réversible. Et souvent d'ailleurs, les avenants qui sont signés sont des avenants à durée déterminée qui sont signés pour 1 an, et donc le salarié peut toujours dire « je ne veux plus télétravailler, je veux retourner sur site ». Après la période que nous venons de connaître, je ne suis pas sûr que ce soit le cas de figure le plus flagrant. Je pense que ça va être plutôt l'inverse, des gens qui n'avaient jamais télétravaillé, qui vont vous demander justement de pouvoir télétravailler. 2 points, mais je vais assez vite parce que Clémence reviendra dessus. Bien sûr, la vigilance sur la charge de travail. Il y a certaines personnes qui déjà, lorsqu'ils sont sur site, peinent à se déconnecter. Donc là, bien sûr, ce risque est flagrant. Pour pallier ce risque, la loi d'ailleurs prévoit un entretien annuel avec les salariés qui sont en télétravail pour vérifier justement cette charge de travail. Donc soyez vigilants. Et ce risque d'isolement, alors c'est vrai qu'on sort d'une période très particulière où nous étions en télétravail à temps complet. C'est très rare dans les entreprises normalement en période normale. Donc ce risque d'isolement normalement est plus rare compte tenu du fait qu'il y a un retour sur site chaque semaine. Mais soyez quand même vigilants sur ce risque d'isolement. Il ne faut en aucun cas qu'un télétravailleur se sente mis de côté, se sente moins vu par exemple pour les promotions. Il ne faut pas qu'il soit mis à l'écart. Donc soyez vraiment vigilants sur cet aspect égalité des chances parce que les juges sont vraiment vigilants sur ce point. Enfin, la question des équipements. Alors là, il y a quand même un sérieux flou dans les textes. Bon, la loi vous impose, ainsi que l'accord interprofessionnel, la Ligue 2005, dont vous impose de vérifier l'installation électrique. Dans les faits, c'est rarement fait. La plupart des entreprises, vous optez pour quoi? Vous optez pour une attestation sur l'honneur. Sachez que vous pouvez faire intervenir un professionnel chez le salarié pour vérifier cette installation. Bien sûr, c'est l'entreprise qui prend à sa charge ce coût, mais vous devez obtenir l'accord du salarié. Ça, c'est le premier point. Le deuxièmement, s'assurer que le salarié dispose d'un ordinateur. La loi est totalement muette sur ce point. Dès l'instant que vous optez pour le télétravail, la loi ne vous impose pas de fournir un ordinateur à vos salariés. C'est l'accord de 2005 qui vous le dit. Et donc, j'ai mis la phrase de l'accord de 2005. L'employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires aux télétravailleurs. Si exceptionnellement, celui-ci utilise son propre équipement, l'employeur en assure l'adaptation et l'entretien. Donc, ni la loi ni l'ANI, en fait, n'imposent le télétravail. Plus ce télétravail cherche à être formalisé et organisé collectivement, plus vous serez quand même amené à fournir les équipements idoines aux télétravailleurs pour pouvoir effectuer leur mission. Mais rien n'interdit à un télétravailleur d'utiliser son propre matériel. Enfin, la prise en charge des frais liés au télétravail. Alors, je sais que le législateur, avant, ça figurait clairement à l'article M1222-10. Depuis, le législateur a enlevé cette mention de la prise en charge des frais. N'en déduisez pas que vous n'êtes plus obligé de prendre les frais professionnels liés au télétravail. Cette règle est une règle générale. Un télétravailleur n'a pas à prendre en charge ses propres frais. Donc, c'est bien sûr la prise en charge est impérative pour les entreprises. Là, vous avez une alternative, vous avez 2 façons de faire. Aujourd'hui, les URSSAF vous permettent de verser, ce qui est quand même beaucoup plus pratique, une indemnité forfaitaire dans la limite de 10 € par jour, nous dit le site de l'URSSAF, donc net de charge bien sûr. Ou alors, vous versez bien sûr, vous remboursez le salarié des dépenses qu'il a engagées pour travailler chez lui. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est sur facture et c'est au centime près. Donc, le principe de l'indemnité forfaitaire est quand même plus pratique et donc ça vous prémunit quand même contre tout risque URSSAF derrière.
Mais je pense que je vous aurai des questions sur cet aspect, sur les frais. Enfin, sur l'après-Covid, donc comme je vous l'ai dit, on sort vraiment, là pour le coup, pendant la période de confinement, nous avons tous utilisé l'article 1222-11 du Code du travail qui, en cas de risque sanitaire, permet aux entreprises d'imposer le recours au télétravail. En période normale, on ne peut pas imposer le télétravail à un salarié, il faut son accord. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, on est encore dans une période de flou, nous sommes encore en une période d'état d'urgence jusqu'au 10 juillet. On ne sait pas trop si cette épidémie va totalement disparaître ou pas, donc on est encore dans une période intermédiaire. Ça veut dire que demain, vous vous êtes rendu compte que le télétravail dans votre entreprise finalement fonctionne très bien. Si vous voulez continuer, il va falloir que vous formalisiez les choses. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir continuer, là, aujourd'hui, tel que vous le faites, à pratiquer le télétravail sans aucun encadrement juridique. Donc, de deux choses l'une, soit vous voulez impérativement que maintenant vos salariés télétravaillent 2 jours, 3 jours par semaine. Dans ce cas-là, je vous recommande vivement, ce n'est pas obligatoire encore une fois, mais je vous recommande vivement de prévoir un cadre collectif, soit de signer un accord d'entreprise, soit de mettre en œuvre une charte qui vous permettra de continuer le télétravail dans un cadre organisé. Si vous ne le voulez pas, dans ce cas-là, vous allez devoir formaliser avec chacun des salariés qui travaillent chez lui un accord. Donc cet accord, encore une fois, il peut être par tout moyen. Ça peut être un simple SMS si c'est vraiment du télétravail très ponctuel, mais dès l'instant que quelqu'un va travailler chaque semaine 1 ou 2 jours, je vous conseille impérativement quand même de formaliser cet accord. Le plus simple, c'est un avenant au contrat de travail, mais de le formaliser par un écrit. Et au moins, dans cet écrit, vous décrivez concrètement le télétravail tel qu'il est pratiqué. C'est 1 jour par semaine, c'est tel jour. Voilà, ça va vous éviter quand même bien des déboires. Voilà pour ma partie. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bonjour, en présence dans l'accord d'entreprise signé sur le télétravail, sommes-nous toutefois obligés d'informer et consulter le CE sur sa mise en place? Non, vous n'êtes plus obligé de consulter le CSE sur les projets d'accord. Donc, dès l'instant que vous avez signé un accord, la consultation du CSE ne s'impose pas. Après, au titre des prérogatives générales du CSE, c'est quand même bien d'avoir une consultation régulière sur comment se passe le télétravail. Mais sur l'accord collectif lui-même, non, il n'y a pas de consultation. L'employeur ne doit-il pas motiver son refus? Si, l'employeur doit motiver son refus impérativement. Dès l'instant que vous avez mis en place un accord ou une charte, c'est-à-dire organisé de façon collective ce télétravail, c'est-à-dire que vous avez dit voilà comment fonctionne le télétravail, voilà à qui il s'adresse, voilà quels sont les services éligibles. Si le salarié remplit toutes les conditions, vous allez devoir expliquer les raisons pour lesquelles vous refusez à ce salarié le télétravail. Donc c'est ça, c'est motiver le refus. Le refus n'est pas impossible, mais si vous avez accepté à ses collègues qui travaillent dans le même service que lui le télétravail, vous allez vraiment devoir trouver quand même une réponse bien argumentée pour lui dire non. Est-ce que le collaborateur peut demander un dédommagement lorsqu'il y a un restaurant d'entreprise et donc qu'il ne bénéficie pas de la part employeur lorsqu'il déjeune à la maison? Oui, sauf si le restaurant d'entreprise a été fermé. Donc là, il y a un principe de la jurisprudence et une égalité de traitement entre les télétravailleurs et les autres. Donc normalement, ce dédommagement s'impose. De la même façon, si vous donnez un ticket restaurant à des salariés qui travaillent sur site, ce ticket restaurant s'impose également pour les télétravailleurs dès l'instant que le télétravailleur travaille toute la journée et qu'il y ait une pause déjeuner entre le matin et l'après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, merci d'évoquer les bonnes pratiques à développer pour que le développement du télétravail ne soit pas préjudiciable aux femmes. Les bonnes pratiques, je ne vois pas, je ne comprends pas trop la question. Donc, comme on vous l'a dit en début, on répondra par écrit à un certain nombre de questions parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à tous. Alors, de donner des barèmes simples de participation forfaitaire aux frais de l'employeur, vérifier l'installation à domicile. Est-il possible d'avoir une référence juridique? Le référence juridique, c'est en fait une tolérance de l'URSSAF. Vous l'avez sur le site des URSSAF. Et donc, notamment, ce montant forfaitaire dans la limite de 10 € par jour télétravaillé par semaine. C'est sur le site des URSSAF. Et donc, normalement, c'est appliqué par les URSSAF elles-mêmes lors de contrôle. D'autres questions? Alors, dans ma société, c'est un forfait de 16 € par mois, quel que soit le nombre de jours travaillés. Écoutez, ça c'est bon. Encore une fois, l'URSSAF vous dit pour les frais, c'est 10 € par jour de télétravail. Donc, si vous télétravaillez une journée par semaine, c'est 10 €. Si c'est 2 journées par semaine, ce sera 20 €.
Dès l'instant que vous ne dépassez pas ce montant forfaitaire, ce n'est pas soumis à cotisation. Si vous le dépassez, le surplus est soumis à cotisation. C'est aussi simple que ça. Faut-il impérativement prendre en charge les frais liés au télétravail si le choix est laissé aux salariés, télétravail ou non? Oui, dès l'instant, ça dépend de quels frais vous parlez. Il faut que ces frais soient justifiés. Autrement, oui, la prise en charge des frais pour un salarié c'est impératif. Ce n'est pas au salarié de prendre en charge les frais pour effectuer son activité professionnelle. D'autres questions? Alors, pour télétravail, dans le contexte du Covid, le gouvernement précisait qu'aucun frais n'était requis, sauf conditions prévues. Jusqu'à quand peut-on considérer que l'employeur n'a pas à prendre en charge les frais liés au travail jusqu'à la fin de l'état d'urgence? Cette position du gouvernement n'était pas d'une orthodoxie juridique folle quand même, de dire qu'un employeur n'a pas à prendre en charge les frais. Je vous invite quand même à beaucoup de prudence avec cette position. D'ailleurs, dans le question-réponse sur le télétravail du ministère, il fallait être très vigilant parce qu'il y avait quelques approximations. Et voilà, je pense que le gouvernement, à un moment donné, a pris quelques libertés avec les textes. Alors, manifestement, il y a beaucoup de questions. Alors, de quels frais parle-t-on? J'ai vu une question, de quels frais parle-t-on? Ce sont les frais absolument classiques, donc ça ne peut pas être les frais d'installation téléphonique, puisqu'en général, là, pour le coup, on a tous des forfaits qui existent. Ça va être le coût d'électricité, ça va être des frais de papier pour l'imprimante, ça va être des frais de cartouche d'encre pour l'imprimante. Tout frais que vous pouvez prévoir. C'est pour ça que le plus simple quand même, c'est d'instaurer un système de barème forfaitaire, parce qu'autrement, si vous devez justifier au centime près la consommation électrique supplémentaire générée par le télétravail, ça va être un petit peu compliqué. Et lors de contrôle URSSAF, vous risquez vraiment d'être en difficulté. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole à Clémence. Oui, donc je vais reprendre la main. Ne vous inquiétez pas, à la fin, s'il y a encore du temps, Dominique pourra répondre aux questions qui n'ont pas été encore traitées. Je remercie tous ceux qui ont répondu au sondage, donc dans l'onglet sondage. Je vais fermer les votes et en fait, on voit que très clairement, le télétravail va rester d'actualité puisque 40% d'entre vous, ceux qui ont répondu, envisagent de mettre en place le télétravail et plus de 40% envisagent de l'élargir. Donc là, clairement, on n'a pas fini de parler de ce sujet-là. Hop, je ferme les votes et normalement, vous allez pouvoir voir ces résultats dans l'onglet sondage. Maintenant, comme promis, donc on va rentrer dans le sujet santé au travail et d'abord parler un tout petit peu de qu'est-ce que sont les risques d'avoir un métier sédentaire. Donc, quand j'ai montré cette photo à Dominique, ça lui a fait très peur. Donc, j'espère que vous n'allez pas avoir aussi peur que lui. Il s'agit simplement, en fait, de chercheurs anglais qui ont modélisé sur un mannequin de cire qu'ils ont appelé Emma tous les maux du salarié de bureau sédentaire. Donc, c'est malheureusement ce à quoi on risque de ressembler dans une vingtaine d'années si on ne fait rien et qu'on subit en fait tous les côtés négatifs de la sédentarité. Donc, les maux, quels sont-ils? Jambes lourdes, poignets gonflés, coudes rouges et surtout cette fameuse bosse du dos qui se voyait avant, d'après la médecine du travail, chez des gens qui avaient plutôt un profil ouvrier type couturière ou couturier. Et là, maintenant, qui commence à se voir chez des personnes qui travaillent derrière un écran. Donc là, je vois ma collègue qui se redresse, mais effectivement, avoir un métier sédentaire peut créer autant de dommages sur la santé que de faire un métier physique, même si évidemment les dommages ne sont pas les mêmes. Mais enfin, avoir un métier sédentaire, ce n'est pas anodin pour la santé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais aller assez vite puisque ces principes sont quand même très connus de toutes les personnes qui s'occupent de santé et de sécurité au travail. Il faut viser une position neutre. Donc, je dis bien position neutre et non pas position idéale ou parfaite, puisque nous sommes tous différents. Et donc, on peut tous avoir des positions légèrement différentes. L'objectif de ça, c'est quand même d'avoir le moins de sollicitations possible des articulations. Donc, si on va rapidement des pieds à la tête, donc déjà, ne pas avoir ses pieds dans le vide, mais les poser bien à plat sur le sol ou sur un repose-pied, avoir à peu près un angle droit au niveau des genoux, également à peu près un angle droit au niveau des coudes. Donc là, pareil, ne pas avoir son avant-bras complètement déporté sur la souris et avoir du coup tout le bras et l'épaule en extension. Tout le haut du corps doit aussi être relâché et détendu, donc que ce soit au niveau des épaules, le cou également, donc ne pas être comme ça en hyper extension ou en hyper flexion.
Voilà, ça c'est l'idéal qu'il faut viser. Et bien sûr, vous allez me dire, et vous avez tout à fait raison, qu'en télétravail, c'est un peu compliqué de viser cette position-là. En effet, mais il y a quand même des choses à faire. Donc déjà, si on prend le nerf de la guerre qui constitue l'assise. Donc, idéalement, si votre siège chez vous ou à l'endroit où vous télétravaillez est réglable, c'est très très bien puisque c'est vraiment par ça qu'il faut commencer. Donc, régler la hauteur, régler la profondeur et régler l'inclinaison du dossier. C'est bien d'avoir un dossier qui est réglé, mais de façon pas trop rigide que quand même vous puissiez bouger. Malheureusement, en télétravail, on est nombreux, y compris moi, à ne disposer que d'une chaise basique. Et donc là, il faut vraiment essayer de respecter la courbe des lombaires, c'est-à-dire d'avoir un renfort au niveau des lombaires. Donc là, si vous souhaitez investir dans quelque chose, il existe sur le marché des supports dorsales, comme vous voyez sur la photo, sachant que je ne fais aucune promotion et aucun placement de produit. Vous pouvez également mettre un coussin ou une petite serviette, enfin peu importe, si vous vous installez pour ne serait-ce qu'une journée de télétravail, c'est quand même important d'avoir un renfort au niveau des lombaires en bas du dos. Sinon, il est quand même très probable qu'à la fin de la journée, voire à la fin de la semaine, vous ressentiez une fatigue musculaire en bas du dos. Donc ça, c'est pour l'assise. Si on regarde maintenant la position de l'écran, donc malheureusement, nous sommes nombreux à n'avoir que des ordinateurs portables pour télétravailler et vous le savez probablement, en termes d'ergonomie, c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux puisque du coup, on va courber la tête. Donc là, le conseil vraiment à retenir, c'est d'avoir des équipements auxiliaires, à minima un clavier, ce qui vous permet en fait de déporter votre ordinateur portable qui du coup se transforme en écran. Donc là, vous pouvez le surélever pour l'avoir en face de vous. Il faut qu'il soit positionné de façon à avoir le haut de l'écran à la hauteur des yeux. Et en gros, ce qu'on conseille, c'est de tendre le bras et d'effleurer avec le bout des doigts l'écran, qui est à peu près entre 60 et 90 cm de vous. Vous voyez sur la petite image que je vous ai mis là, que non seulement la personne s'est mis un petit renfort lombaire, a surélevé son écran, et elle s'est aussi mis, pour ne pas avoir les pieds dans le vide, ce qui est mauvais, un support pour poser ses pieds. Petite parenthèse pour ceux qui portent des verres progressifs, donc avec lesquels il faut regarder vers le bas, pour ne pas se tordre le cou. Là, il faut placer l'écran un peu plus bas que le niveau des yeux. Ensuite, ça c'est l'écran. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est très connu. Pour la souris, il s'agit d'éviter tout ce qui est troubles musculo-squelettiques et en particulier syndrome du canal carpien. Donc, il faut vraiment éviter de casser le poignet dans un sens ou dans un autre et d'avoir toujours pareil les articulations en position le plus neutre possible. Donc, vous avez vu que sur le marché, il y a des tas de produits qui sont supposément plus ergonomiques les uns que les autres. Ça va des tapis de souris avec une bosse qui ne sont pas particulièrement recommandés parce que vous êtes assez figé, jusqu'aux souris verticales qui peuvent être vraiment pas mal, mais qui demandent quand même un temps d'adaptation, je dirais bien 1 à 2 semaines. Là, c'est pareil, il n'y a pas forcément d'idéal et de solution parfaite. C'est aussi à chaque travailleur d'essayer des équipements, par exemple une souris verticale, et de voir ce qui convient le mieux. Je fais un petit détour au niveau du visage et en l'occurrence sur les yeux. J'imagine que je ne suis pas la seule à ressentir de la fatigue visuelle en fin de journée. Donc là-dessus, déjà pour les porteurs de lentilles ou de lunettes comme moi, le conseil, c'est quand même de porter ses lunettes et non pas ses lentilles, puisqu'en fait, quand on regarde un écran, on oublie un petit peu de cligner les yeux et les lentilles assèchent encore plus les yeux. Donc ça fait un double effet. Donc là, en fait, c'est tout bête, c'est un conseil de bon sens, c'est-à-dire de temps en temps, décrocher de son écran, regarder par la fenêtre les fleurs, les oiseaux ou que sais-je. Et aussi, vous pouvez faire des exercices pour les yeux avec différents mouvements comme vous voyez là et comme vous verrez aussi dans le livret blanc et vraiment reposer un petit peu ses yeux. Donc tout ça, c'était sur, on va dire, le poste de travail ou la position au travail. J'en arrive au conseil vraiment qui me tient à cœur et qui est le plus important, et c'est celui-ci de bouger. Puisqu'effectivement, avec un métier sédentaire, on bouge déjà pas beaucoup, mais alors en télétravail, vu qu'on ne se déplace plus sur son lieu de travail, donc certes, on évite les couloirs du métro, désolée, j'habite à Paris, mais ça nous fait moins marcher que d'habitude. Donc, pour compenser, il faut essayer de bouger le plus possible dans la journée. Donc, par exemple, vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques pour vous déplacer chez vous. Si vous avez la chance d'avoir une table haute ou une sorte de bar, vous pouvez alterner les positions assis, debout. Et en fait, plus votre position n'est pas moins votre position, pardon, est ergonomique, plus il faut faire des pauses régulières au fil de la journée et aller marcher un petit peu toutes les heures, toutes les 2 heures, après en fonction de votre agenda évidemment, mais il ne faut vraiment pas oublier en télétravail, parce qu'on oublie, de faire des pauses pour bouger.
Il y a aussi des bonnes pratiques au fil de la journée. Déjà, le matin, au lieu de se jeter bille en tête derrière son écran d'ordinateur, on peut faire des petits exercices de réveil musculaire. Et au fil de la journée, il est aussi possible de faire des étirements. Je vais y revenir dans la slide d'après. Ce qui est aussi recommandé, c'est de prévoir, dans la mesure du possible, hein, évidemment, tous ces conseils, c'est dans la mesure du possible, de prévoir une activité sans écran en fin de journée et si possible une activité dynamique, puisque bien évidemment, il faut garder une activité physique régulière. Là-dessus, je fais une petite parenthèse parce que ça me tient fortement à cœur. Sur l'activité physique, on parle souvent de faire 10 000 pas par jour ou marcher une demi-heure. Donc ça, bien évidemment, c'est très bien et c'est toujours ça de prix. Il faut quand même savoir que selon les dernières études scientifiques que je vous ai mis dans le livre blanc, pour les métiers sédentaires, donc je dis bien pour les métiers sédentaires et pas si vous êtes très actif dans la journée, c'est recommandé aujourd'hui d'avoir une activité physique intense de 1 heure par jour, type jogging ou autre. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Et pour terminer, je vous ai mis ici des illustrations. Donc à droite, vous voyez un extrait d'un petit livret qui a été fait par l'association Présence de la région PACA, qui propose justement des étirements pour le dos, le cou, les poignets, pour les gens qui sont derrière leur écran d'ordinateur toute la journée. Et à gauche, j'aime beaucoup cette campagne de sensibilisation de l'assurance maladie qui date déjà d'il y a quelques années. Ben voilà, c'est le slogan, le bon traitement, c'est le mouvement. Même en cas de mal de dos, il faut bouger le plus possible. Donc, j'en ai terminé avec cette partie sur, on va dire, l'ergonomie au sens très, très large. Et donc, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, comment ces mesures sont prises en compte dans le dur en gravité? Peut-on considérer que si l'employeur fournit l'assise, le risque résiduel est faible? Oui, alors à mon sens, à ce niveau-là, il y a effectivement, si l'entreprise décide proactivement de fournir à ses salariés en télétravail un siège réglable, ergonomique, ben, c'est déjà une très, très bonne pratique. Mais après, le fournir l'équipement tout seul, et c'est vrai tout le temps, ne suffit pas en fait. Il faut vraiment donner des conseils sur ne serait-ce que savoir comment régler son siège ergonomique. Bah, pour la hauteur, il faut avoir les pieds à plat sur le sol, donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la profondeur du siège, l'idée, c'est quand même, pour avoir ce renfort au niveau des lombaires, d'être bien assis au fond de son siège. Donc l'équipement, c'est un vrai sujet, mais il y a aussi tous les conseils et la sensibilisation que l'employeur peut faire pour bien régler son équipement et puis tout ce que je vous ai dit là sur le mouvement, les pauses et cetera. Là, je pense qu'en termes de communication d'entreprise, qui peut être fait en plus de façon, assez ludique, je pense, il y a matière à faire. Sur la question effectivement, des installations électriques, donc oui, effectivement, ben, comme le domicile devient un lieu de travail, il faut s'assurer que ce soit conforme. Donc effectivement, c'est quand même recommandé, d'avoir, une attestation comme quoi, les équipements électriques, au domicile des salariés qui télétravaillent, sont bel et bien, conformes. C'est recommandé. Voilà. Ensuite, bah, par rapport au domicile, c'est vrai que si les élus, les représentants du personnel, donc élus du CSE, veulent venir voir en fait comment ça se passe en télétravail, donc c'est tout à fait possible, mais bien évidemment, il y a quand même une petite limite entre vie privée et vie professionnelle. Donc il faut prévoir la visite, la planifier, et cetera, et cetera. Voilà. Est-ce que je vois d'autres questions? L'augmentation du télétravail peut-elle augmenter le risque de maladie professionnelle? Existe-t-il des études en ce sens? Alors ça, c'est une question fortement intéressante. À mon sens, il n'y a pas d'études, enfin à mon sens, pardon, à ma connaissance, il n'y a pas d'études à ce sujet-là, sachant que comme vous le voyez, hein, mine de rien, le confinement a quand même vraiment élargi la pratique de ce télétravail qui était en augmentation les années précédentes, mais restait, on va dire, minoritaire, hein. Un tiers des salariés, c'est quand même minoritaire. Après, le poste de travail, il peut être un peu dégradé par rapport au poste de travail informatique qu'on peut avoir dans les bureaux, mais j'ose espérer qu'avec le développement du télétravail, ben justement, on est moins des personnes pliées sur leur ordinateur portable et qui télétravaillent sur leur lit ou assis dans des positions pas ergonomiques. J'ose espérer que ça va se développer. En tout cas, c'est quand même ça le sens de la prévention. Et du coup, que le télétravail n'augmente pas les TMS et les maladies professionnelles. Voilà pour cette partie. Je vais maintenant passer
à la prévention des risques psychosociaux. Et comme promis, pour que ce soit le plus interactif possible, je vais ouvrir les 2 derniers sondages. Voilà, tac. Et attendez, je fais en même temps. Donc là, on est très intéressé par savoir, selon vous, quel serait l'avantage majeur du télétravail? Donc, même si cette question n'appelle normalement qu'une réponse, je vous ai laissé 2 réponses autorisées dans le sondage. Et en miroir, l'autre question est: quel est selon vous le risque, ou on va dire plutôt point de vigilance majeur du télétravail? Donc pareil, je vais laisser ces 2 sondages ouverts tout le long de cette partie et on verra ensuite qu'est-ce qui ressort, si vous le voulez bien. Quelques petits chiffres sur, toujours pareil, ce fameux télétravail confiné. Donc là, ce sont des chiffres à prendre avec précaution, puisqu'effectivement, ils se rapportent au confinement, qui était une période quand même très spéciale. Mais ça donne quand même une idée de qu'est-ce que le télétravail peut provoquer comme risque et comme mot. Donc, en l'occurrence, ce sont des chiffres d'une enquête de Empreinte Humaine et on voit quand même qu'il y a 42% de personnes, de télétravailleurs confinés, qui déclarent être en état de détresse psychologique, dont 17% de détresse psychologique élevée. Et comme tout est toujours lié, la santé physique et la santé psychologique, eh bien, dans ce même temps, les personnes déclarent avoir des soucis de santé, notamment des problèmes de sommeil, des problèmes de TMS. Donc là, je vous renvoie à la partie qu'on vient de faire, etc. Donc après cette petite introduction chiffrée, on va revenir ensemble sur les facteurs de stress et de risques psychosociaux classiques. Donc Dominique en a parlé, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais on a quand même d'abord et avant tout la charge de travail, qui si elle est trop importante, bah, je ne vous apprends rien, peut aller jusqu'à un burn-out. Et si elle est trop faible, à l'inverse, on peut parler de bore-out et les deux étant quand même particulièrement délétères. Ce qui se passe, c'est qu'en télétravail, avec l'éloignement physique entre manager et collaborateur, ça peut être un peu plus délicat pour le manager d'évaluer cette charge de travail. Néanmoins, ça fait vraiment partie de sa mission de s'assurer que la charge de travail est correcte pour son équipe. De la même façon, j'ai lu que le télétravail pouvait justement permettre aux collaborateurs de gagner en autonomie. Donc, c'est vrai, et si c'est le cas, c'est très positif. Mais à l'inverse, j'ai aussi entendu parler de moins bonnes pratiques où, par exemple, les collaborateurs doivent remplir des tableaux de reporting infinis et passer un temps fou chaque semaine en disant, voilà, j'ai fait telle tâche qui m'a pris tel temps de temps, etc. Donc là, on voit bien que si l'entreprise ou le manager met en place une pratique comme ça, on n'est quand même pas à un très, très bon niveau d'autonomie. Or, le manque d'autonomie est un facteur de stress et de risques psychosociaux. De même, je ne vous apprends rien, mais les relations dégradées entre collègues ou avec la hiérarchie sont des facteurs de stress qui peuvent potentiellement s'aggraver ou vraiment ressortir sur du télétravail, que ce télétravail soit à 100% ou partiel. Bien évidemment, le télétravail partiel va quand même permettre de revenir au bureau et donc sur tout ce qui est isolement, relation. Je pense que ça aide énormément. À noter quand même qu'il y a certaines entreprises, donc pour ne pas le citer, Peugeot, qui ont prévu d'avoir leur cadre en télétravail, non pas à 100%, mais quand même une grosse partie du temps, c'est-à-dire 3 jours et demi par semaine. Donc dans ce type de pratique, je pense qu'il faut être particulièrement vigilant à ces facteurs-là et à ceux dont on va parler tout de suite, que j'ai mis un petit peu en valeur. Donc le risque d'isolement. Physiquement, on est loin et du coup, il faut compenser par davantage de liens et de proximité sociale, puisque là, on voit toujours pareil dans le télétravail confiné qu'il y a presque 40% des gens qui se sont sentis isolés. À l'inverse, pendant ce télétravail confiné, mais je pense que ça peut être aussi un biais en télétravail classique, essayer d'avoir le bon niveau de communication et ne pas non plus se lancer dans une sorte de e-réunionnite avec des tas de réunions en visioconférence, puisque là, on voit quand même qu'il y a 2 tiers des personnes qui ont estimé que pendant le confinement, le télétravail créait plus de réunions et on ne va pas rentrer là-dedans, mais pas forcément toujours efficaces, nécessaires, etc., etc. Autre point que je ne pouvait pas ne pas mentionner le contexte actuel qui, forcément, est quand même un petit peu anxiogène puisque on sort plus ou moins d'une crise sanitaire. Enfin, on est encore dans une crise sanitaire et on va rentrer dans le dur d'une crise économique. Donc, forcément, ça peut provoquer des sentiments d'insécurité et d'instabilité qui peuvent aller de la peur de perdre carrément son emploi à une crainte d'avoir des conditions de travail moins bonnes ou
plus largement la peur de ce dont l'avenir va être fait, puisque c'est vrai qu'on a assez peu de visibilité là-dessus. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte de façon globale dans une prévention des risques psychosociaux. Dernier petit chiffre, toujours pareil de l'enquête d'empreinte humaine. Là, on voit que les bonnes pratiques sont encore pas forcément majoritaires, puisque moins de la moitié des entreprises auraient mis en place des bonnes pratiques, notamment un bon niveau de communication. Là, on voit que le chiffre, c'est 39%. Il n'y a que 45% des salariés qui déclarent que leur direction démontre une vraie préoccupation pour la prévention du stress. Donc, une marge de progrès pour demain et le futur. Je vais clore les deux sondages avant de passer à la toute dernière partie. Alors, le verre à moitié plein. D'abord, l'avantage majeur du télétravail. Donc, je vois que pour 26%, c'est un gain de temps. Je partage tout à fait ce point de vue. Un gain aussi de souplesse et meilleure conciliation vie pro, vie perso. Tout à fait. Voilà. Et le deuxième sondage sur le risque, eh bien, vous aussi, vous avez identifié deux risques qui pour moi sont importants, c'est-à-dire l'isolement, la perte de lien avec le collectif pour un tiers des gens et à même niveau un tiers, l'absence de vie professionnelle et personnelle. Dernier minuscule point, je vais aller rapidement parce que le temps a vraiment tourné très très vite. Que vous ayez mis en place le télétravail avant le confinement ou de manière soudaine et imprévue pendant le confinement, il est possible d'améliorer les pratiques. Et d'abord, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de faire un retour d'expérience pour avoir le ressenti des équipes, faire émerger les bonnes pratiques qui ont pu être développées spontanément par les collaborateurs, savoir ce qu'ils attendent de demain et du coup vraiment évaluer la faisabilité de la pérennisation ou du développement de télétravail. Donc là, attention, peut-être aussi réfléchir métier par métier, service par service. Une méthode existe, elle a été développée par l'ANACT qui propose dans un kit toute une méthodologie de vrais projets transverses pour améliorer des pratiques de télétravail déjà existantes. Donc là, vous avez les étapes. Je vous ai aussi mis les liens dans le livre blanc. Ça, c'est vraiment très intéressant si, comme vous l'avez répondu dans le sondage, vous allez, enfin, les entreprises dans lesquelles vous êtes, élargir ou mettre en place le télétravail. Il est 11h46, c'est-à-dire normalement l'horaire de fin de ce webinaire. On va peut-être prendre une ou deux mini-questions, s'il y en a une qui est criante. Dominique? Oui, j'ai vu qu'il y a eu des questions notamment sur l'installation électrique et notamment sur l'assurance. Alors souvent, ce qui est fait, c'est effectivement, vous devez solliciter de la part de votre salarié une attestation comme quoi il a bien une assurance habitation. Et cette assurance qui couvrira les risques dans 95% des cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcoût pour l'employeur. L'employeur, normalement, n'a pas à faire de travaux chez lui en termes d'installation électrique. Et donc, c'est par le biais de l'assurance, l'attestation d'assurance que ça passe. Normalement, maintenant, la majeure partie des assurances habitation ont pris en compte le télétravail, ce qui n'était pas encore le cas il y a 2-3 ans, mais la plupart, alors je vous avoue que je n'ai pas vérifié dans chacun des contrats, mais normalement maintenant c'est prévu puisque beaucoup d'entreprises ont demandé à leurs salariés des attestations, donc normalement c'est fait. J'ai vu une autre question passer sur l'accident du travail, j'en ai pas parlé. Oui, un accident à la maison est un accident du travail, la présomption d'imputabilité joue à plein, donc j'ai vu tout à l'heure une question, même avec la cafetière, oui, la personne qui tombe avec sa cafetière chez lui, c'est un accident du travail. En revanche, si vous avez des doutes sur le fait que l'accident ait été occasionné à l'occasion de l'activité professionnelle, vous pouvez, lors de la déclaration, faire des réserves dans les 10 jours de cette déclaration. Mais dans 99% des cas, un accident à domicile pendant les horaires de travail est un accident du travail, il est présumé comme tel. Voilà pour les questions. J'ai vu tout à l'heure une question sur, à défaut de délégués syndicaux, comment dois-je faire pour négocier un accord d'entreprise? Vous pouvez dans ce cas-là négocier un accord avec les membres du CSE. Vous savez que la loi vous permet, en l'absence de délégués syndicaux, de négocier un accord avec les membres du CSE, là en l'occurrence mandaté. Le plus, vous n'avez pas de délégués syndicaux, la loi vous le permet, c'est mettez en œuvre une charte, rédigez unilatéralement une charte et mettez-la en œuvre. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est à peu près le même contenu, donc vous avez cette possibilité. Mais si vous voulez impérativement avoir un accord en l'absence de délégués syndicaux, vous pouvez négocier cet accord avec des élus mandatés. Clément, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Parce qu'on a fait le tour des grandes thématiques de questions. Donc, comme promis, on fera un document de questions-réponses de toute manière. Voilà, je vous remercie beaucoup de vous être connectés en ce lundi matin pour ce webinaire. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et une très, très bonne semaine. Merci.
Merci à tous.